Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission santé, les carnets d'Hippocrate. Aujourd'hui on parlera d'addiction. Avec nous pour en parler Jean-Claude, membre des Alcooliques Anonymes à Châlons, et Patrice Masson, président d'Alcool, Écoute, Joie et Santé Marne. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Nous avons également avec nous le professeur Charlatan et Lyriel qui nous proposeront une chronique et un petit micro-trottoir tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors nous allons commencer tout de suite avec la première question. Comment tombe-t-on dans l'addiction ? Écoutez, Jean-Claude des Alcooliques Anonymes. Moi, je suis malade alcoolique, abstinent depuis quelque temps déjà. L'addiction, je crois, tout au moins à l'alcool, survient sans qu'on s'en rende compte, je pense. Pour ma part, je n'ai pas connu d'alcool dans ma jeunesse, ni dans ma famille. Je n'ai, je pense, jamais aimé le goût du vin, ni de l'alcool, mais j'ai aimé les effets. Et lorsque j'ai trouvé les effets, j'ai connu les effets de l'alcool, je m'en suis servi comme d'un médicament, comme d'une aide lors de soucis, de problèmes. Voilà. Et très très vite, comme je devais être destiné à être dépendant, je suis tombé dans une dépendance totale de l'alcool, très rapidement en 6 mois de consommation. D'accord, donc vous, c'est vraiment les effets plus que le goût de l'alcool. Voilà. Et du coup, vous buviez beaucoup d'alcool, mais est-ce que vous y éprouviez comme du plaisir à déguster certains alcools ? Je ne pense pas du tout. Non. Ça m'aidait dans mon état physique et même mental de chaque jour. J'avais besoin d'alcool pour pouvoir faire ma journée, pour pouvoir travailler. C'était mon support quotidien. Et vous prenez n'importe quel... aucun plaisir à boire de l'alcool. Et c'était directement de l'alcool fort ou Très rapidement, je suis tombé à l'alcool fort. C'était pour vous une sorte d'échappatoire. Exactement. L'alcool médicament, si vous voulez. L'alcool pour oublier. Voilà. Comme la chanson de Boris Vian, d'ailleurs. Si on veut bien. Tout à fait. Et pour vous Alors moi, c'est un petit peu différent, enfin le résultat est le même. Moi, ça a été... J'ai commencé un peu plus festif, à 16-17 ans, avec les copains. Et puis, moi, je suis originaire quand même de la région de la Côte des Blancs, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et puis, de fil en aiguille, consommer un petit peu le vendredi, le samedi, et puis après, la semaine, ça commence. Et puis, j'ai eu l'armée, où ça s'est pas arrangé... à l'armée. Et puis un jour, à 40 ans, une fois que j'avais bien consommé, j'étais dedans, quoi. Le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte, forcément. Et c'est quand on essaye d'arrêter de boire qu'on s'aperçoit qu'on est dépendant. D'accord. Mais tant qu'on n'essaye pas d'arrêter, on ne sait pas qu'on est dépendant. Et comme Jean-Claude, moi, c'était les effets que je cherchais. Parce que le goût, on s'en fout, c'est surtout les effets. Par contre, je ne l'ai pas utilisé comme alcool médicament, en tout cas pas au début. Mais c'est vrai que quand on passe des journées qui ne sont pas terribles au boulot ou ailleurs, et que le soir on se dit « Oh tiens, j'ai bien mérité mon petit whisky », c'est vrai qu'il fait du bien. Sauf que moi, à la fin, c'était pas un petit whisky, c'était la bouteille à la fin de la journée qui était... Quand j'ai arrêté de boire, j'en étais à une bouteille de whisky par jour. Donc forcément, les doses étaient peut-être un peu trop... Un peu élevé. Un peu élevées. D'accord. Donc ça s'est vraiment déclenché pour vous au niveau de l'armée ou après ? Non, c'est de fil en aiguille. J'ai augmenté les doses, puisque l'alcool, de toute façon, pour avoir l'effet qu'on veut, on est obligé d'augmenter les doses, puisque le corps s'habitue. Donc comme c'est les effets que je cherchais, moi, forcément, j'ai augmenté les doses. Et ça s'est pas arrangé. Mais bon, à l'armée, ça s'est pas arrangé parce que j'étais avec des copains qui buvaient encore plus que moi. Un Breton, un Normand. Oui, ils sont réputés pour avoir une bonne descente aussi. Tu as 10% de la population en France qui a des problèmes avec l'alcool. Donc il y en a un petit peu dans toutes les régions et dans tous les départements. Tout à fait. Quels problèmes les addictions provoquent-elles justement au quotidien, Jean-Claude ? Je pense surtout à l'isolement, moi. On est seul avec nous-mêmes et avec notre bouteille. Mais par contre, ça pose aussi beaucoup d'autres problèmes sur le plan social, la relation avec les personnes, sur le plan professionnel. On peut négliger beaucoup son travail. Sur le plan familial, n'en parlons pas évidemment. Moi, j'ai également... Ma femme a eu beaucoup de patience de me de me supporter pendant toutes ces années-là d'alcool, qui ont été une quinzaine d'années quand même. Mes enfants également. C'est tout ce type de problème, tout arrive. Vous savez que de toute façon, l'alcool... Comme on dit, c'était une maladie progressive, incurable et mortelle. Je crois que j'ai arrêté avant la fin, quoi. C'est quand même une bonne nouvelle. Et la médecine qui m'a fortement aidé, et ensuite les associations pour m'aider à maintenir cette abstinence,
je ne serais pas là ce soir avec vous. D'accord. Bon, heureusement. Myriel, tu voulais dire quelque chose? Je voulais demander, Jean-Claude, est-ce que vous avez eu une aide également psychologique avec un professionnel de santé pour L'aide surmonter? psychologique, si vous voulez, chez nous se trouve au sein des alcooliques anonymes. Moi, je remercie beaucoup la médecine qui m'a permis de trouver l'abstinence, que sans elle, je ne serais jamais arrivé. Mais ensuite, c'est les mouvements associatifs qui m'ont beaucoup aidé. Mais je sais que d'autres personnes ont besoin également de psychologues, de psychiatres et d'un tas de choses. Ça n'a pas été mon cas. Et moi, je trouve mon compte, si vous voulez, au sein des alcooliques anonymes, où nous sommes entre nous, entre malades alcooliques, entre gens qui se comprennent, qui savent, puisqu'ils sont tous passés par la même maladie. Donc, il n'y a pas de jugement. Et entre nous, on s'aide vraiment beaucoup. Oui, c'est important de ne pas se sentir jugé dans ces conditions. Un soutien, c'est essentiel. Et pour vous, Patrice, quels problèmes les addictions ont provoqué dans votre quotidien? Les problèmes, ça commence déjà dans la famille. Quand vous avez déjà votre épouse qui vous dit que ça fait quand même déjà des années qu'elle vous dit tu bois trop, oui, donc on finit... pour se donner bonne conscience, on dit, oui, mais les femmes, elles ont toujours vu quand on a bu, jamais quand on a soif. Mais bon, les problèmes, il faut déjà s'alarmer quand c'est l'entourage qui vous dit que vous buvez un peu trop. Parce que le dernier endroit où on en parle, c'est au boulot. Sauf que au boulot, tout le monde le sait. Personne ne dit rien. Et on attend simplement la connerie pour vous mettre à la porte. Tout simplement. Jean-Claude, lui, n'a pas eu besoin de psychologue. Moi, j'ai suivi au XAPA à Châlons. Il y a un centre de suivi des addictions, toutes les addictions, et avec des professionnels de santé. C'est gratuit, donc il ne faut pas hésiter à y aller. C'est anonyme. Bon, moi, je ne fais pas partie de la même association que Jean-Claude. Le but est le même. On n'a pas la même philosophie. Moi, ça s'appelle Alcool, Écoute, Joie et Santé. Il y en a à Châlons, à Épernay, à Vitry-le-François, à Mourmelon. On a une permanence dans chaque ville. Après, il suffit d'aller sur notre page Facebook pour avoir les heures. Mais sinon, c'est la même démarche que les alcooliques anonymes. Voilà. Comment, justement, vit-on au quotidien avec une addiction? Comment vous faisiez pour pas que ça se voit au travail, chez vous? Comment dire à votre compagne que justement, non, tu te trompes, je suis pas alcoolique, je bois pas tant que ça? On ment, simplement. Vous mentez à elle, mais aussi à vous-même? C'est-à-dire, tous les soirs, je crois que je lui ai promis 1000 et 1000 fois de ne pas boire demain. J'ai jamais dit quel demain. Parce que le lendemain, à 10h, je ne pouvais pas m'empêcher de boire quand même mon alcool qui était nécessaire à mon état physique. Parce que l'alcool est plus fort que moi, et plus fort que nous tous d'ailleurs. On ne peut pas s'en passer. C'est pas une question de volonté. La volonté, pour là, n'a rien à voir. La volonté, c'est simplement la volonté de demander à se soigner et de demander de l'aide. C'est là qu'il faut avoir la volonté. Mais seul, jamais j'aurais pu poser mon verre, comme on dit chez nous. C'est pas possible, quelle que soit l'envie que j'en avais, parce que c'était sincère lorsque je disais demain je vais arrêter de boire. Mais l'alcool était trop fort et plus fort que moi. Elle faisait partie intégrante de ma vie de tous les jours. C'est elle qui alimentait ma force quotidienne pour pouvoir travailler. D'accord. Et vous travaillez dans quoi, si c'est pas indiscret? J'ai eu la dernière profession que j'ai fait mes 20 dernières années, je tenais un bar. Effectivement, c'est plus compliqué pour c'est un peu ironique quand même. Non, mais je peux vous dire que j'ai tenu un bar donc pendant 20 ans. Pendant 5 ans, j'étais consommateur d'alcool, jamais devant les clients parce que je ne voulais pas montrer que je buvais. Mais pendant 15 ans, j'ai tenu ce bar sans consommer une seule goutte d'alcool. C'est bien. Non, c'est pas bien, c'est normal. Et c'est lorsqu'on a compris. C'est professionnel c'est dans le facile. sens de ne pas montrer aux clients. Ouais. Mais quand vous disiez que vous vouliez pas que les clients voient que vous buviez, pourquoi? Vous aviez un peu honte de boire, ou c'est parce que vous vouliez rester professionnel quand même? Non, parce que je savais très bien que je n'étais pas capable de boire un verre avec un client. J'en aurais bu 10 ou 20. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner, cette chose-là. Oui, c'est un coup à couler le navire, quoi. Ouais. Et pour vous, Patrice? Est-ce que vous pensez que cet environnement professionnel-là a pu favoriser d'une certaine façon Non, du tout. D'accord. Pas du tout. Non, il y a aucune bonne raison pour devenir alcoolique. Non, mais il y a sûr. Après, on cherche pourquoi on est arrivé à ça.
Mais bon, le plus important, c'est pas de savoir pourquoi on est tombé dedans, c'est de savoir pourquoi on veut s'arrêter, quoi. Mais de toute façon, la volonté, effectivement, comme dit Jean-Claude, ça n'a rien à voir. La seule volonté que j'ai, c'est de ne pas prendre le premier verre. C'est plus de la motivation qu'il faut. Savoir pourquoi on l'a fait. Et puis de toute façon, un malade alcoolique, c'est comme si demander à une personne, n'importe quelle personne, d'arrêter de respirer. L'alcool est indispensable. C'est la seule drogue, oui, j'ose le dire, c'est la seule drogue qui peut entraîner la mort en cas de sevrage brutal pour un malade alcoolique. Ah oui. Ça s'appelle le délirium tremens. Et ça concerne en quoi exactement ? C'est des hallucinations, c'est-à-dire que le corps, si vous lui supprimez, c'est un peu complexe. C'est la chimie dans la tête, c'est-à-dire que la molécule de l'alcool, c'est de l'éthanol, et le corps la transforme en un dérivé de morphine. Et quand vous avez les tremblements, c'est pas le manque d'alcool que vous avez, c'est le manque de morphine que vous avez fabriqué. Donc votre corps, il ne connaît qu'une seule façon de se refaire de la morphine, c'est de réinjecter de l'alcool. Et donc, arrivé à un moment, quand vous vous levez le matin et que vous avez les tremblements, le corps, il connaît qu'une seule solution, c'est de remettre un verre. Et hop, les tremblements s'arrêtent. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment physique en fait, comme Tout à fait, c'est quoi. pour ça que c'est une maladie, et non pas un vice, comme beaucoup peuvent le penser. Ah ouais, On aura l'occasion d'en reparler des causes physiques et biologiques. Comment vous avez fait pour vous rendre dans une association ? Je veux dire, est-ce qu'on vous y a emmené ? Est-ce que vous y êtes allé de vous-même ? Est-ce que ça a été dur ? Pour ma part, lorsque j'ai fait plusieurs cures, on appelle ça des cures, mais enfin oui, c'est des cures, c'est des rétablissements hors alcool. J'ai fait les deux du côté de Rouen. Et lors de ces cures, il y avait des intervenants venant d'autres associations qui venaient nous présenter leur association et leur parler du bienfait qu'étaient ces associations pour maintenir l'abstinence. Et lorsque j'étais à Rouen, l'association qui est venue nous voir, c'était Vie Libre. Et Vie Libre, dont il y a également une antenne à Châlons. Et lorsque je suis rentré de cette cure, j'ai rencontré donc Vie Libre. Je suis resté pendant 7 ans chez eux, 7 ans abstinent. Je ne consommais pas d'alcool. Mais disons que j'étais pas bien parce que je voulais pas être bien, je ne sais pas, parce que je comprenais pas. Je ne buvais pas parce que je savais que je n'avais pas le droit de boire, mais c'était pas encore bien intégré chez moi. Et un jour ou l'autre, pour un prétexte futile, j'ai rebu un verre, mais qui dit un verre pour moi, c'est 20 verres. Et je suis retombé dans une dépendance totale, encore une nouvelle fois pendant 7 ans. Entre-temps, j'ai entendu parler, au XAPA d'ailleurs, des alcooliques anonymes qui allaient venir s'installer à Châlons. Dès qu'ils se sont installés, je suis donc venu les voir. Et là, j'y ai trouvé, je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment très bien reçu à Vie Libre. J'y avais d'ailleurs beaucoup d'amis, que j'en ai encore d'ailleurs. Mais je ne sais pas, c'était pas ce qu'il me fallait. Quand je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes, il y a quelque chose qui était important pour moi, aux Alcooliques Anonymes. Il y a un programme de rétablissement. C'est-à-dire que avec ce programme, j'ai appris à me connaître. J'ai appris pourquoi j'ai eu besoin de l'alcool pour traiter tous mes sujets, c'est-à-dire au moindre problème, qu'il soit physique, moral ou n'importe quoi, je faisais appel à l'alcool au lieu de faire appel à d'autres choses. Donc avec ce programme, j'ai appris à me connaître et à traiter tous les problèmes que je pouvais avoir autrement que par l'alcool. Et c'est de là qu'est partie jusqu'à aujourd'hui mon abstinence totale à l'alcool jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une 20aine d'années. Et en quoi consiste ce programme exactement aux Alcooliques Anonymes ? La première étape, parce qu'il y a 12 étapes, la première étape, et ce qui est la plus importante et la seule qu'il faut faire absolument à fond, c'est admettre que nous avons un problème avec l'alcool et que seul on ne peut pas s'en sortir. C'est là vraiment le pas en fait à franchir. Et le plus difficile. Et c'est ce jour-là, simplement, que j'ai dit oui, je suis un alcoolique. Auparavant, je n'ai jamais reconnu que j'étais alcoolique. Vous disiez quoi ? Il m'arrive de boire un peu de trop. Et les étapes d'après ? Pardon ? Les étapes d'après, oui. Oh, il y en a plusieurs, hein. Il y en a, oui, elles sont progressives. S'il y en a 12, elles sont dans une progression une certaine. Ensuite, on va, si vous voulez, vers la définition d'une puissance supérieure à nous-mêmes. C'est vrai, dans le programme, ça s'appelle Dieu, parce que le programme des Alcooliques Anonymes vient des États-Unis, qui était créé en 1935 par un médecin et un banquier.
Aux États-Unis, Dieu est toujours là présent. Donc Dieu, c'est une puissance supérieure à soi-même telle que chacun la reconçoit. Ça peut être la nature, ça peut être la musique, ça peut être la littérature. Pour certains, c'est la religion, et pourquoi pas, hein, on respecte toutes ces choses-là. Donc, mais ça permet de se référer toujours à une force supérieure à soi-même. Si vous voulez, pour moi, ma force supérieure à moi-même, c'était le groupe qui m'avait accueilli et qui m'avait permis de me rétablir. Ensuite, je suis revenu à ma conscience personnelle. J'avais plus de conscience dans l'alcool. Je ne savais pas que c'était le bien ou le mal pour moi. Ensuite, j'ai retrouvé un Dieu qu'on m'avait enseigné dans ma jeunesse, mais un Dieu personnel à moi, pas avec tout ce qu'il y a autour, un Dieu, une puissance supérieure à moi-même, qui est à moi propre et pas aux autres, c'est tout, voilà. C'est ma conscience en plus, quoi. Voilà. C'est ça qui était très important. Et puis, surtout les réunions, on est en réunion toutes les semaines. Moi, je rencontre les amis toutes les semaines, j'ai besoin de les entendre, et moi, j'ai besoin d'en parler aussi, parce que c'est malheureux à dire, mais seul un alcoolique peut comprendre un autre alcoolique. Parce que moi, comme un autre alcoolique, j'ai un esprit un peu tordu, un peu excessif, mais les autres le comprennent très bien, parce qu'ils sont pareils. Et c'est important. C'est important, et pas de jugement. Et j'ajouterai une petite chose qui est importante chez nous aussi, plus pour moi maintenant, parce que c'est dépassé ce stade-là, mais l'anonymat, quelque chose de très important. Parce que, comme le dit tout à l'heure Patrice, c'est que l'alcool n'est pas considéré par la plupart des gens comme une maladie, mais comme un vice, comme une tare, voilà. Tandis que l'anonymat permet de respecter l'anonymat des gens. On ne connaît ni leur nom, ni leur adresse, ni leur profession. Et ça les protège dans leur environnement personnel, familial ou professionnel. Et puis ça permet aussi, lors de discussions entre nous, qu'il n'y ait pas d'inégalité. Parce que s'il y avait des gens qui n'étaient pas du même milieu social que vous, s'il y avait des origines différentes, il peut avoir être mal à l'aise pour s'exprimer. Tandis que lorsqu'on est tous sur le même pied d'égalité, moi je suis Jean-Claude, c'est tout. Ça se passe très très bien. Et pour vous ? Nous, c'est basé sur le groupe de parole. Hein. Dans tous les cas, bon, par contre, nous, on n'a pas de programme, mais dans tous les cas, le but est le même. Et moi, ce que je conseille, quand il y a des nouveaux malades abstinents qui vont tendre vers l'abstinence, qui viennent nous voir, je leur conseille de faire du tourisme associatif. C'est-à-dire que là, sur Châlons, on a la possibilité d'en avoir 4, voire 5. Je ne sais pas si Amitié Pététier fait encore, mais bon, on a la possibilité d'en avoir 4, donc il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de bonne association. La bonne association, c'est là où on se sent bien. C'est le plus important. Comme dit Jean-Claude, il est allé à Vie Libre, il n'a pas trouvé son compte à la fin, alors qu'il a été abstinent pendant 7 ans, mais c'était peut-être pas le bon moment. Vie Libre, moi j'ai des amis aussi à Vie Libre. Je suis allé aux Alcooliques Anonymes. J'y ai pas trouvé mon compte. Je suis allé à Alcool, Écoute, Joie et Santé. Écoutez, ça fait 11 ans que j'y suis et puis ça se passe bien. Voilà. Il ne faut pas hésiter à faire les associations. Il ne faut pas rester bloqué sur une. Alors effectivement, au début, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. Alors ce que je vais conseiller, c'est de prendre contact avec le responsable de l'association et de venir une petite demi-heure avant l'ouverture de la permanence. Parce que le gars, il arrive, il n'y a qu'une personne qui va l'accueillir. Il y a le responsable, et puis il va voir les copains qui arrivent au fur et à mesure. Alors que s'il attend une demi-heure que la réunion a commencé, il va arriver, il y a 10 perdieux qui vont le regarder, et ça va... Et ça va bloquer. Voilà. Le mieux, c'est quand même d'arriver un petit peu avant, prendre le téléphone, hein. Et puis de toute façon, on arrive en association. Alors, moi j'estime que de toute façon, n'importe quelle association, le but est le même. Et je pense que c'est le secret de la réussite pour rester abstinent. Parce que si vous n'osez pas en parler, parce que de toute façon, si jamais vous en parlez dans votre entourage, à votre femme par exemple, elle a subi pendant X années votre alcoolisation. Et là, vous êtes en train de lui dire, au bout de 3 mois, 6 mois, j'ai envie de boire. Ah ben là, vous allez rallumer les lumières rouges dans tous les sens. Elle va dire, ça y est, il va repicoler. Donc, vous essayez d'en parler une fois, et puis vous voyez la réaction. Donc après, vous gardez ça pour vous. Alors que là, en association, si la semaine a été compliquée, là, vous arrivez, vous pouvez en parler aux copains et
Et c'est une libération. Là, au moins, quand vous en parlez, les copains savent de quoi vous parlez. Quand on parle d'un flash, c'est une envie comme ça, à un moment. On passe dans un couloir, une odeur, un truc, et on a une envie tout de suite de boire. Et ça, c'est indéfinissable. Celui qui ne l'a pas vécu ne peut pas savoir ce que c'est. Et il n'y a rien de mieux qu'un alcoolique pour en comprendre un autre. Bien sûr. Et c'est difficile encore de vous confier à vos conjointes là-dessus, ou ça va beaucoup mieux? Parce que comment est-ce qu'ils l'ont vécu, vos proches, ces années d'addiction et aussi d'abstinence? Patrice? Moi, ça va beaucoup mieux avec mon épouse, puisque je suis divorcé. Ah, je suis désolé. Donc, effectivement, mais c'est pas à cause de ça. Hein. J'ai divorcé 3 ans après être abstinent. Donc, c'est que ça devait pas durer, quoi. Hein. Mais bon, elle a subi forcément aussi mon alcoolisation. Hein. Mais voilà. Et quand vous en parliez, comment vous arriviez à évoquer, ou comment elle arrivait à évoquer le sujet avec vous, pour vous faire comprendre qu'il y avait un problème? Ah non, mais moi, je voulais rien comprendre, moi. Ah, elle le répétait à chaque fois que je rentrais, que j'étais un petit peu éméché. T'as encore bu? Ah non, je jurais par tous les dieux, les diables, que je n'avais sûrement pas consommé. Alors, je trompais que moi-même, hein, même au boulot. Moi, j'ai arrêté de boire. C'est un de mes collègues, mais grâce à lui, à 10h du matin, alors j'étais chef d'équipe mécanicien, donc je donnais des ordres aux mécanos. Il m'a dit, à 10h du matin, t'arrêtes tes conneries, t'es bourré. Et il avait raison. Là, j'ai tout posé. J'ai été voir mon patron, je lui ai dit, je pars me faire soigner, et ça fait 11 ans. Tant mieux. Dans un sens, oui. Et pour vous Pour ma part, chez les alcooliques, il existe une association parallèle qui s'appelle les Alanons. Les Alanons, c'est pour les conjoints ou conjointes du malade alcoolique. Et j'ai eu la chance que mon épouse ainsi que mes 2 filles sont allées les rencontrer. Donc ils ont appris à connaître ce qu'était la maladie, ils ont appris la façon de se tenir avec un malade alcoolique, ils ont appris au fond à vivre elles-mêmes sans être embêtées par les problèmes de leur conjoint. Donc je ne dirais pas qu'ils m'ont ignoré, mais premièrement ils ne m'ont pas empêché de boire. Ce qui était des airs bizarres, ça semblait bizarre, ça m'a fait poser des questions, ça ne m'empêche plus de boire. Mais je remercie beaucoup les Alanons d'avoir aidé mon entourage proche familial à comprendre la maladie, donc à me comprendre moi, et à ne pas me juger non plus. Malgré tout, il y a des petits moments d'énervement encore maintenant, 20 ans après. Des fois, elle me balance des choses qui s'est passé dans le temps. Mais ça, je crois que les femmes, on ne peut pas les empêcher. Hein. Non. Vous êtes au courant qu'il y en a 2 là, quand même. Non, mais c'est pas grave, je comprends tout à fait aussi. Non, bien sûr, mais ça doit pas être évident pour les proches de vivre avec une personne qui est alcoolique et de pas savoir comment gérer la chose. Donc c'est sûr, s'il y a des associations qui permettent justement à ces personnes de mieux comprendre la maladie et à mieux la gérer, à ne plus juger, ça doit vraiment faire du bien. Oui, parce que lorsque quelqu'un est malade alcoolique, toute la famille est malade. Pas de la même maladie, mais tout le monde est malade. Tout le monde se sent mal, tout le monde ne tient plus à sa place. Et ça crée des tensions, c'est pas comment réagir. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup de chance, j'ai rien perdu, j'ai pas perdu mon boulot, puisque j'étais mon patron évidemment, puis j'avais des employés qui étaient extraordinaires, qui ont fait tout le boulot. J'ai pas perdu ma famille ni mes enfants, j'ai apparemment pas trop abîmé ma santé, j'ai vraiment rien perdu. Mais j'en ai plein d'amis qui ont tout perdu, et leur famille, et leurs enfants, et le boulot. Il y a des amis qui arrivent chez nous, ils ont à peine 1 centime pour prendre le bus, pour parvenir jusque chez nous, ils n'ont vraiment plus rien. Hein. Ça peut vraiment dévaster toute une vie, en fait. Absolument. Et ça va jusqu'à la mort. Oui. On a même eu des amis qui venaient en réunion et qui n'ont pas réussi à poser leur verre, comme on dit, et qui on les a accompagnés jusqu'à la mort. Ils n'ont jamais réussi à arrêter de boire. Et quel est le seuil qu'il ne faut pas franchir pour justement éviter la mort? Parce que je crois qu'il y a une histoire de gamma sur le foie, en fait. Vous savez, ça c'est... Un médecin peut vous expliquer, il vous expliquera peut-être. Mais les gamma-GT, si vous voulez, ça montre la faculté du foie à digérer vos excès.
Alors moi je pense que j'avais un bon foie puisque j'avais jamais de gamma GT et pourtant je picolais pas mal à 2 bouteilles de whisky par jour, mais j'ai jamais dépassé les 60-65 gamma GT. Il y a des amis qui en avaient 1500, 2000. Ah, c'est possible d'arriver à un tel seuil? Absolument, oui. D'accord. Là, c'est mortel, je pense. Non, pas encore. Je crois Non, vous avez les yeux tout jaunes, mais Ouais, sinon... D'accord. Ça doit être pas. Non, mais particulier. ça descend si vite, ça descend si vite que ça monte. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. Donc en fait, plus on boit, plus ça monte, et moins on boit, plus ça descend. Tout dépend aussi des personnes. Puisque moi, j'avais pas de gamma GT. Moi, ça se mettait sur le boulot que j'étais à moitié dingue, à moitié fou. Je perdais la mémoire, j'avais des hallucinations, ça fonctionnait plus là-haut. Comment le foie encaisse-t-il ces quantités d'alcool? Parce qu'on boit tous un petit verre, je veux dire. Justement, Ah oui, il n'encaisse pas. Mais Il n'encaisse pas, il fait ce qu'il peut. Il rame pour écluser. Je vous ai dit qu'on fabriquait une molécule et lui, l'éthanol, on fait tourner les voitures avec. Ça, on l'ingurgite quand même. Donc forcément, le foie, faut qu'il élimine là l'éthanol. C'est pas un moteur, lui. Et donc forcément, il accumule. Mais les gamma GT, de toute façon, vous pouvez en avoir sans consommer d'alcool, avec des médicaments, donc Oui, avec des c'est pas produits. forcément un indicateur très 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 fiable. Bon, il y en a d'autres, et puis je pense que votre professeur, Oui, charlatan nous fera charlatan, un petit topo dessus. elle devrait vous faire ça comme il faut. Mais de toute façon, ce que je dis à chaque fois, c'est que pour bien combattre un ennemi, il faut le connaître. Donc plus on en sait sur la maladie et plus on sait la combattre. Alors c'est pareil, combattre, j'aime pas trop parce que au début, oui, c'est un combat pour ne pas boire parce que tous les jours. Oui, il y a la tentation et autres. Ah mais c'est même encore pire que ça, c'est la pression sociale. D'accord. Parce que vous allez quelque part, on vous tend une cigarette. Mhm. C'est l'exemple. On vous tend une cigarette, vous dites non, j'ai arrêté de boire. De Pardon, fumer. De fumer. j'ai arrêté de fumer. On va vous applaudir. Oh bravo, moi j'y arrive pas. Comment que t'as fait? Et si, on va vous demander un peu comment vous avez fait. Tu bois un petit coup? Non, un petit jus de fruits. Oh pour une fois que tu viens, tu vas boire un coup. Oui, un petit jus de fruits. Non mais c'est l'anniversaire du gamin, tu vas boire un coup de champagne. Alors on vous applaudit parce que vous avez arrêté de fumer. Par contre, on va essayer de vous mettre un verre dans la main. D'accord. Mais le verre, mais moi, c'est pas un verre qu'il va me falloir, c'est la bouteille. Donc, non, c'est pas. Alors on nous dit, t'es malade? Non, justement, je suis en train de me soigner. Mais c'est incroyable la pression sociale qu'il y a autour de l'alcool. C'est assez Culpabilisant. culpabilisant, voilà. En fait. Ah non, mais moi, il y a longtemps que ça me fait plus culpabiliser, si vous voulez, parce que j'assume. Mais quelqu'un qui est Qui au n'assume début pas. de l'abstinence, Ça sera plus qui difficile. n'ose pas dire, parce que moi, je le dis, je suis alcoolique non pratiquant. Après, chacun le prend comme il veut. Je suis alcoolique non pratiquant. Parce que quand il y en a qui tentent de me mettre un verre dans la main, je finis quand même par m'énerver un peu. Mais je comprends celui qui est dans le début de l'abstinence, où on va lui répéter 2-3 fois, pour une fois que tu viens, machin. Il C'est finit vrai par que- le prendre, le verre. Et Parce que l'alcool, il y a toujours un effet genre trinquons, faisons, c'est joyeux, c'est festif. Du coup, Alors que c'est, pour la personne qui est malade, c'est. Moi, je voudrais ajouter que les alcooliques anonymes, et je pense que les autres associations non plus, on n'est pas du tout ni anti-alcoolique. Le vin est un très bon produit, consommé avec modération, c'est quelque chose de très bon. Moi, mon épouse et toutes les personnes de ma famille consomment un peu de vin en mangeant, et ça leur arrive de boire l'apéritif. On n'a jamais été contre ça, mais pour moi, ça m'est absolument interdit, parce que je suis malade alcoolique, et le vin. Si jamais et vous et en mon buvez seul un médi- petit et mon peu, seul médicament. on En peut fait, plus comme je s'arrêter. dis, c'est la plus belle des maladies qu'on ait pu me donner, parce que pour se soigner, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de ne pas boire de vin, de boire de l'eau. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui ont d'autres maladies bien plus importantes, qui ont des piqûres, qui ont des chimios, qui ont un tas de choses. Voilà, moi, ma seule maladie, mon seul traitement, c'est de ne pas consommer de vin. ouais, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Et Non, c'est vrai, lorsqu'on a compris, c'est très facile, vous savez, très très facile de vivre sans alcool. Oui, ça Lorsqu'on a n'empêche autre pas de chose passer de qui très le bonnes remplace. soirées. Comment ? Ça n'empêche pas de passer de très bonnes soirées. Oui, c'est-à-dire que les gens qui consomment de l'alcool devant moi ne me gênent pas du tout, ni l'odeur, ni rien. Il arrive simplement à certains moments où, si les gens consomment un peu trop d'alcool, on n'est plus en phase avec eux dans les Oui. discussions. Ouais, ça me fait- complètement dehors. Ça ne me Alors fait là- plus rire non plus. Voilà. Alors là, on s'en va discrètement, c'est tout. Eux, ils ont le droit de boire et faire la fête. Le lendemain, Oui. ils prendront un cachet, tout ira bien. Hein. On dit une bonne Moi, je soirée ne à peux tout le pas. monde. Quoi. Voilà. On va se coucher et puis Voilà. voilà.
C'est le seul moment où ça peut me gêner, mais sinon pas du tout, au contraire. J'ai jamais eu une si bonne cave chez moi depuis je ne bois plus. Hein. Ah. C'est génial. Alors moi c'est pareil, j'ai de l'alcool à la maison. Moi je suis pas du tout anti-alcool. Je dis simplement qu'on fait pas de sensibilisation pour les dangers de l'excès. C'est tout ce que je dis. Et moi c'est pareil, quand il y a quelqu'un qui vient, je mets une bouteille au frais. La seule chose c'est qu'ils se servent, ils sont au courant. Ils se servent. Celui qui ne se sert pas, tant pis pour lui. Mais moi, je me sers mon eau pétillante, lui, je lui donne la bouteille, et puis il sert la tablée. Et par contre, s'il en reste, il repart avec. Et puis voilà, tout se passe bien. En plus, j'ai la chance d'avoir ma nouvelle compagne qui ne boit pas une goutte d'alcool. Ah, bah c'est bien. Tout va Ça bien. aide aussi. Moi, j'ai pas de tentation, j'ai pas... C'est très bien. Mais bon, c'est vrai qu'au bout de 11 ans... mais on s'en méfie toute la vie quand même. Hein. On a toujours... Oui, on n'est jamais... Et dans tous les cas, à l'abri. en venant vous voir, en parlant, je me soigne en même temps. Hein. C'est ma thérapie. D'accord. Alors, une dernière question, parce que je pense que nous arrivons au terme de notre émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qu'on sait qu'il a ce problème d'addiction? Quels sont les mots qui feront que ça percute dans sa tête pour qu'il arrête? Il ou elle, d'ailleurs. Alors là, c'est compliqué parce qu'il faut que la personne ait le déclic. Mais alors, le déclic, on appelle ça le déclic, c'est en avoir marre d'en avoir marre. Donc, c'est compliqué de lui faire comprendre. Tant que ça ne vient pas de lui, c'est compliqué. Déjà, et puis, en parler à quelqu'un qui est... Déjà, il faut choisir son moment quand il n'est pas trop alcoolisé, parce que sinon, c'est même pas la peine, il va partir en vrille. Et c'est pas lui dire « tu bois trop », il le sait déjà. Et puis, ça va le faire culpabiliser, pourquoi faire c'est parler en son nom, c'est-à-dire que dire « écoute, de te voir comme ça me fait mal au cœur ». Mais pas de lui dire tu bois trop. Oui, il ne faut pas le culpabiliser, ça sert à rien. Mais donner ce qu'on en pense, oui. Ouais. Ce qu'on en pense, mais en tant que... Voilà, ça me fait mal au cœur de te voir comme ça, parce que j'ai l'impression que... Mais pas se mettre à sa place à lui, quoi. D'accord. Même si vous êtes concerné, on ne peut jamais être vraiment à la place de la personne. Non. Non, et puis... On peut comprendre, mais on n'est pas pareil. Pour ma part, j'agis un peu autrement. J'ai toujours des petites cartes dans ma poche avec un numéro de téléphone. Et je leur dis, écoute, si un jour tu as un souci, toi, là, un numéro là, tu peux en parler. D'accord. Mais je n'insiste pas du tout parce que seule la personne peut savoir elle-même si elle a un problème avec l'alcool. Oui, ça met des fois des années avant Voilà. de s'en rendre compte aussi. Oui, donc, malheureusement. Mais là, je vous ai répondu dans la question où c'est dans la famille. Hein. Oui. Et pour c'est des pas- amis, de toute façon, les amis, les familles, c'est pareil. Voilà, moi je suis comme Jean-Claude. Déjà, de toute façon, en général, c'est pas le malade qui vient vous voir. Donc la carte, c'est plus à la femme ou au mari, parce qu'il y a autant de malades chez les femmes que chez les hommes. Hein. Oui, ça sauf que les concerne femmes, elles tous se les cachent genres. plus, parce qu'elles ont encore plus honte. Malheureusement, elles sont comme des rats dans leur... Cage. je pense qu'elles sont encore plus malheureuses que nous, parce que nous, on a nos bistrots, nous. On est entre copains, tralala, tralala, que elles sont enfermées chez elles, et je pense qu'elles sont encore plus en souffrance que les hommes. La pression sociale est différente peut-être. Pour les femmes, oui, c'est vrai. De toute façon, une femme, ça ne doit pas boire, ça ne doit pas fumer, ça doit être poli, discret. Plus maintenant, on voit autant les C'est femmes, vrai que même les- dans les rues, fumer la cigarette. Donc on les voit aussi, même dans les bars. Elles nous ont rattrapées à ce niveau-là, je crois. Disons qu'elles se sont exprimées, alors qu'avant, elles étaient renfermées. C'est peut-être qu'il y a longtemps que j'ai pas été dans un bar. Et moi, j'y vais encore régulièrement, boire mon petit café. Ah bah moi aussi, J'adore. parce que le bon café, c'est dans un bar. Oui. C'est un bon remède, On voit le aussi café. dans nos associations, par exemple, on est à 50-50 maintenant entre femmes et hommes. Alors qu'auparavant, lorsque je suis arrivé ou en Willy ou en A, il y avait quoi? Il y avait 2 femmes pour 10 personnes peut-être. Hein. Elle devait se sentir un peu mal à l'aise quand même, non? Oui, voilà. Voilà. Tandis que maintenant, non. C'est Elles tout le sont monde pour très, je dirais pas très militantes, mais très disponibles pour rendre ce qu'on leur a donné. Par contre, j'avais juste quelque chose. Alors déjà pour le coup, de ne pas insister quand il y a quelqu'un qui vous dit qu'il ne veut pas d'alcool. C'est son droit. Et puis aussi, en cure, en 10 ans, on a gagné une génération. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était des gars de 50, 55 ans qui arrivaient en cure.
Là maintenant, c'est des jeunes de 25 à 30 ans. Mais Ah ouais, là ça devient quand même inquiétant. par rapport à ça, Oui, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. L'alcool fait 49 000 morts par an. C'est énorme. C'est la deuxième cause évitable, après le tabac. 73 000 morts. 49 000 morts, et là, on fait des spots télévisés pour les dangers sur la route. On ne parle que de la route. Alors bien sûr, ils sont de trop. C'est bien évident que les 2000 morts sur la route, ils sont de trop. Mais on ne parle que de ceux-là. Oui, on parle pas des autres. On ne parle pas des 47 000 autres à côté. On parle des 2000. Oui, bien sûr, c'est dangereux sur la route, mais pas que sur la route. 20% des accidents de travail, il y a de l'alcool. Les violences conjugales, les bagarres, Bon, plein. Certains accidents quotidiens, éventuellement. Bien Des sûr. accidents domestiques aussi, ça Bien peut sûr, arriver. accident domestique, de toute façon, au SAMU ou aux urgences, le dimanche après-midi, c'est celui qui s'est coupé la main avec la tondeuse parce que il a fait l'apéro et puis on ne voit plus le danger, hein, celui qui monte sur le toit et qui tombe, et plein, et puis encore. vous pensez qu'il y a un manque de sensibilisation de la part des pouvoirs publics vis-à-vis des dangers de l'alcool? Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord. Donc j'ai même pas besoin de vous répondre. Mais c'était davantage pour nos auditeurs éventuellement. Pour moi, on est en train de se foutre de nous, tout simplement. Parce que, et puis, si on est vraiment un peu lucide ou tordu, je ne sais pas, vous allez me le dire, le gars, il achète sa dose d'alcool tout au long de sa vie. Il paye des impôts dessus. Et au moment de la redistribution, au moment de la retraite, puisqu'il va récupérer ses deniers, là, on n'a même plus besoin de lui donner puisqu'il est mort. Après, ça a aussi un coût médical pour la société, je pense. Bien sûr. Une cure, c'est pas gratuit. Hein. Oui. Une cure, c'est pas gratuit. Encore faut-il aller la faire aussi. Mais celui qui la fait pas, c'est sûr. Pourquoi le sensibiliser? Après tout, on n'a pas besoin de le soigner. On va récupérer un peu ce qui, à la fin. Puis il y a aussi toutes les pathologies associées à la consommation régulière d'alcool qui sont un coût pour la société supplémentaire. Ça, c'est sûr. Et comme disait Jean-Claude, quand vous avez un malade, c'est tout l'entourage, ça s'appelle la codépendance. Et tout le monde s'adapte. Au boulot, tout le monde s'adapte, fait le boulot à la place, tout le monde est au courant. Il vous voit y arriver. Oh là là, t'as vu, on ne peut pas lui parler ce matin. Bon, allez, laisse-le cuver. Non, c'est pas possible. Il faut sortir du tabou, il faut parler des choses. Comme on était un peu dans les chiffres, Châlons-en-Champagne, je crois, compte 50 000 habitants. Il y a une personne sur 10 qui a un problème avec l'alcool. Combien vous en retrouvez qui ont été se confier soit à leur médecin, soit à leur association? Je sais pas, il faudrait peut-être avoir un médecin pour nous le dire, mais... 10% de la population, 60 millions d'habitants, on est 6 millions de sympathisants quand même. Parce que moi, je me considère encore malade alcoolique, puisque je me considère encore dans les 10%, même en tant qu'abstinent. On est quand même 6 millions en France à avoir un problème avec l'alcool. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Et vous vous rendez compte, 49 000 morts, c'est une ville comme Châlons qui disparaît tous les ans. Hein. Moi, je voulais simplement vous dire qu'il y a un numéro, ce qu'on appelle un numéro cristal, un numéro national, qui permet à toute personne d'appeler 24 heures sur 24, et il y a quelqu'un au bout du fil, quelle que soit l'heure. C'est le numéro 09 69 39 40 20. 09 69 39 40 20. D'ailleurs, ces permanences téléphoniques sont tenues une fois par mois, ici à Rigaud, dans notre salle qui est ici en bas. Très bien. Au niveau national. On est sur l'avenue Général de Gaulle. Exactement. Tout à fait. Nous n'avons pas une permanence téléphonique. Par contre, nous avons une page Facebook, Alcool Écoute, Joie et Santé Marne. Et donc, il y a une réponse systématique quand on a des questions qui nous sont posées. Eh bien, merci à vous, Jean-Claude, d'être venu avec nous, et à vous aussi, Patrice Masson, d'avoir accepté de parler de tout ça avec nous. Merci Lyriel, merci Lucas. La prochaine fois, ce sera une émission sur la voix. Ce sera la voix. Différent.